C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Bon, ça va vous? S'étant à parler de rap par écrit, sur internet ou dans des magazines, fallait bien qu'à un moment je me mette sur YouTube. Donc on va se poser un petit peu, remettre un peu de culture dans ce merdier, et pour ce premier épisode, on va parler de la haine. Mais avant tout, on va remettre un peu de couleur. Ouais, voilà qui est mieux. Générique. Je me rappelle de mon premier 16 mesures. 16 mesures, classique, on a le son du trafic. Ouais, Zixo, j'arrive au stud, ça manque de quoi? Dans 16 mesures qui tue, sinon ça manque de rien. J'avais trop de choses à dire, je n'avais que 16 mesures à la base, puis c'est parti en vrille. Drame cet après-midi dans un commissariat du 18e arrondissement de Paris. Un adolescent a été mortellement blessé par l'arme de service d'un policier qui l'interrogeait. On est le 6 avril 1993, il est 4h30 du matin. Trois jeunes, Ibrahim, Alioum, Makome, sont arrêtés pour avoir volé des cartouches de cigarettes de Nil pour ensuite les vendre à la sauvette. Ils sont placés en garde à vue dans le commissariat des Grandes Carrières, dans le 18e arrondissement de Paris. Les jeunes avouent le vol et la garde à vue est levée en fin de matinée. Seul Alioum est récupéré par son père, les deux autres sont contraints de rester. Le policier en charge de l'interrogatoire, c'est Pascal Compin. Après sa pause déjeuner vers 15h30, il apprend qu'il y a eu un autre vol cette nuit-là. Cette fois-ci, c'est dans une société rue de Poteau. Ce qui a disparu, du champagne, des montres, des sacs, des téléphones et des cigarettes de la marque de Nil. Il fait un rapprochement et décide de réentendre Makome. D'un côté, on a Makome, 17 ans, d'origine zaïroise, un peu connu des services locaux pour quelques vols. Et de l'autre, Pascal Compin, 12 ans de police, qui galère à se faire un nom et se fait respecter par ses supérieurs et ses collègues. Après des échanges houleux, le ton monte, Pascal Compin perd ses nerfs, prend dans un tiroir un pistolet, menace Makome alors assis et menotté. Il est alors 16h30 et Makome est mort d'une balle dans la tête de la main du policier Pascal Compin. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait quand même de la presse, de la télévision, et ça avait fait du bruit parce qu'effectivement, derrière Makome, il y avait tout ce vécu que connaissaient tous les jeunes de banlieue, surtout ceux d'origine visiblement pas nature, peinture. C'est terrible à dire, mais il y avait vraiment ce côté, tout le monde savait, tous les banlieusards se sont dit, ouais, c'est arrivé là, mais on connaît ça. Malheureusement, c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Enfin, peut-être pas la mort, mais en tout cas, la discrimination faciès. À Paris, plusieurs organisations antiracistes ont appelé en fin d'après-midi à un rassemblement dans le 18e arrondissement, près du commissariat des Grandes Carrières, où hier, un adolescent zaïrois a été tué d'une balle de revolver par un inspecteur qui l'interrogeait. Rassemblement particulièrement houleux et qui a dégénéré. Au départ, cette manifestation avait simplement pour but d'être symbolique. Finalement, elle a terminé par des violences pendant 3 jours, avec notamment des actes de vandalisme et des affrontements avec les autorités pour obtenir justice pour Makome. Sans défense, il avait des menottes, il avait des cracas, il n'avait même pas de ceinture, même pas de chaussures, rien dans ses poches, rien pour se défendre. Il avait voulu le tuer, c'est tout. Sauf qu'au même moment, il y a d'autres bavures en France. La multiplication de ces incidents de police, pour reprendre la terminologie administrative, suscite bien sûr de très nombreuses réactions. SOS Racisme accuse les forces de l'ordre de faire, je cite, régner un climat d'insécurité sur la jeunesse. Rachid, dans le nord de la France, tué d'une balle dans la tête par un policier parce qu'il s'enfuyait. Surprise, le policier était sous l'emprise de l'alcool. Eric, à Chambéry, pareil, une balle dans la tête parce qu'il volait un pneu. Le policier s'est défendu en disant qu'il avait reçu un coup de coude. Et ces 3 bavures, c'est en 4 jours. Le rôle de la police, c'est de protéger les personnes et les biens. Dès lors qu'il y aura des fautes graves de commises, les responsables seront sanctionnés. Et là, vous allez me dire, comment la police, elle a réagi? Allez, extrait. Les syndicats de policiers, tout en reconnaissant la faute commise par l'inspecteur, tentent de l'expliquer. Un fonctionnaire qui travaille dans des conditions de stress permanentes, des fois, un drame comme ça peut arriver. C'est inexplicable, c'est inexcusable évidemment parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais enfin, on peut comprendre quand même que des policiers plongés dans cet environnement-là finissent par craquer.
D'abord, ils ont mis les policiers en examen et le commissaire des grandes carrières a été suspendu pendant 4 mois. Mais on a retenu que Macomet. Pour étouffer les 2 autres affaires moins médiatisées car elles n'étaient pas dans la région parisienne, ils ont lâché les chiens sur Pascal Compin. Compin, il a voulu se la jouer cow-boy, c'est un mauvais flic, il a plein de blâmes administratifs, blablabla, blablabla, blablabla. La police n'avait pas d'autre choix que celui d'assumer. Elle a choisi donc de porter la faute sur une seule personne. Ça évite à la fois une mauvaise image de masse, tout en donnant l'impression de se débarrasser d'un problème. C'est une façon de procéder dans la communication de crise. Évidemment que cette affaire a inspiré le rap français. Petit florilège. J'ai écrit sur Macomet, dès qu'on l'a tué. 93, même assommé, on a tout cassé pour Macomet. Casse dédié pour les 2 mecs qui, comme Macomet, sont tombés sous les balles des tafioles armées. Ça me fout la haine, je pense au mien, je pense à Macomet. Bavure policière, 6 avril 93, commissariat des grandes carrières, Paris 18e. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'on ne peut pas uniquement se contenter de faire le procès d'un policier sans reposer la question de responsabilité collective, et y compris de la hiérarchie policière. 3 ans plus tard a lieu donc ce fameux procès. Pascal Compin risque jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Il se défend en disant qu'il a eu peur et qu'il pensait que c'était une arme factice. Que certes, ce n'était pas normal de faire ça et pas coutume, mais que malgré lui, le coup était parti. Le verdict à peine tombé, des cris ont retenti dans la salle d'audience puis dans la salle des pas perdus. Les proches de Macomet crient leur déception, leur colère, s'en prennent violemment au juge. C'est scandaleux pour la République. Bravo la France, on y abat des gens comme des chiens. On brandit le portrait de jeunes gens tués par d'autres policiers. Puis, les gendarmes finiront par évacuer les manifestants par la grande porte du palais de justice. La cour d'assises a suivi la défense et non l'accusation. C'est un accident et non un meurtre. Verdict, 8 ans de prison. Je croyais à une vraie justice. Mais là, on vient d'assister à une véritable parodie de la justice. 8 ans. On n'a pas oublié les 2 autres policiers? Vous voulez savoir combien ils ont pris? Eh bien celui du Nord, il a pris 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, et celui de Chambéry, 1 an de prison avec sursis. Voilà, il n'y a pas de blague à faire, Bon. Les affaires ont bien été étouffées. Voici ce qu'a pu dire Pascal Compin après sa condamnation. C'est lourd à porter la mort d'un homme. Ce drame puisse-t-il servir pour que, si un jour un policier voit son arme et manque de sang-froid, il se rappelle qu'il y a eu un mort et que cela n'arrive plus jamais. Seulement, ces mots n'ont eu aucune répercussion, et 30 ans plus tard, l'histoire s'est moult fois répétée. On est en 1995, soit 2 ans après l'affaire Macomet, et 1 an avant le procès dont on vient de parler. Et Mathieu Kassovitz dévoile la haine. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire, l'histoire se passe au lendemain d'une nuit d'émeute, car un inspecteur a abusé de son pouvoir sur un jeune lors d'une garde à vue, le laissant ainsi dans le coma. On se retrouve avec 3 personnages. Donc Vincent Cassel, qui est dans le film, qui joue le rôle de Vince, qui est celui qui a la haine. Oui. Saïd Takmaoui, qui joue le rôle de Saïd, qui dans le film est celui qui a la haine. Hubert Koundé, qui joue le rôle de Hubert, qui est celui qui dans le film a la haine. Un trio multiculturel, un juif, un arabe, un noir. Oui, dit comme ça, on dirait le début d'une blague raciste ou un film avec Christian Clavier. Mais c'est surtout un trio qui n'a pas le même caractère. Vince est hargneux, Hubert c'est le calme, et Saïd est le bon vivant. On va les suivre le temps d'une journée, dans leurs discussions, dans leurs péripéties, qui va les amener jusqu'à Paris. Vince a récupéré une arme perdue d'un policier lors de la nuit d'émeute. Et sa haine le ronge, car il souhaite s'en servir pour tuer un flic dans le cas où son ami meurt. Le film se termine par la mort de Vince de la main d'un policier, et par cette scène mythique où Hubert et le policier se mettent en joue, plan sur Saïd, il ferme les yeux, écran noir, bruit de balle, fin ouverte. Comme on a aujourd'hui dans ce pays, on peut se lever le matin et se prendre une balle dans la tête le soir. Même si on s'approche d'une réalité, le film reste une fiction. Le film tire sa genèse de l'affaire Macomet qu'on a vu précédemment parce que Mathieu Kassovitz était rendu lors des manifestations. La haine a vraiment mis en avant aussi 3 acteurs inconnus du grand public. Saïd Takmaoui, Hubert Koundé et Vincent Cassel. Après, Vincent Cassel avait déjà pour titre d'être le fils de Jean-Pierre Cassel, acteur, chanteur, danseur de renom. La haine a aussi mis en avant la réalisation de Mathieu Kassovitz, fils de Peter Kassovitz qui était également réalisateur, et de Chantal Rémy, monteuse et scénariste. Avant de voir le film, moi j'ai un premier souvenir de la haine qui est très précis. Mathieu Kassovitz, c'est encore un jeune réalisateur qui a fait Métis, qui est un film pas mauvais mais un peu bancal, puis fait avec vraiment les moyens du bord. Je fais une interview de lui, c'est vers la fin de Rapline, fin 93 l'été, et il me parle d'un film
va peut-être faire, il était en plein questionnement. Et à l'époque, je me rappelle d'un mec qui est un jeune réal qui va peut-être pas faire de deuxième film et qui a cette idée. Et cette idée, c'était La Haine, et 2 ans plus tard, c'est devenu le succès qu'on sait. Comme pour beaucoup de films devenus cultes dans l'histoire du cinéma, Mathieu Kassovitz s'est battu pour pouvoir le réaliser. Faute d'un certain financement, La Haine a dû s'adapter aux moyens qu'elle avait. Le film en lui-même a été fabriqué à travers toutes ces contingences, qui fait que, par exemple, vous verrez que toute la partie Paris est tournée avec des longues focales, c'est-à-dire des zooms, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour utiliser la même équipe en banlieue que sur Paris. Donc j'ai dit à mon producteur, mettons tout sur la banlieue, et Paris, on va tourner ce qu'on appelle guérilla filmmaking, c'est-à-dire une toute petite équipe, des longues focales, pas d'autorisation, son mono, et on va choper ce qu'on peut. Le tournage commence dans le quartier de la Noé à Chanteloup-les-Vignes, transformé en quartier des Muguets pour le film. Et ils nous ont dit qu'ils voulaient tourner un film, on a dit ok. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec qui s'est fait arrêter par la police. Ils ont encerclé les flics, ils ont demandé d'enlever les menottes. C'était le père d'un jeune. Et nous, on était assis là-bas dans un café, on était en train de boire un petit thé sur une terrasse. Et je dis à Mathieu, voilà, tu vas tourner dans cette ambiance-là. Mais seulement, toi, t'as rien à voir avec eux, ils ont rien à voir avec nous. Faut pas se mêler de leurs histoires. Chanteloup-les-Vignes n'a pas été choisi par hasard. C'est au milieu d'une campagne, c'est isolé, et donc plus au calme pour tourner un film. Au vu du contexte du moment et du sujet du film, Mathieu Kassovitz n'a jamais présenté La Haine sous ce titre-là. Le problème des maires à l'époque, c'était que une caméra dans une cité pouvait créer des problèmes. Donc ce qu'on a fait déjà, nous, c'est on a changé le titre du film. On l'a appelé Droit de cité, pour pas arriver devant un maire en disant on va faire un film sur les violences policières qui s'appelle La Haine. Ça serait pas passé. L'une des premières choses qu'on pense quand on parle de La Haine, c'est ce noir et blanc. La Haine a été tournée en couleur. Il y avait un deal avec le producteur que si le film ne fonctionnait pas au cinéma, il sortirait après en couleur. Film en noir et blanc, c'est plus difficile à vendre. Donc tu es obligé de filmer sur support couleur, en sachant que tu vas le sortir en noir et blanc plus tard. Par contre, j'ai tout fait pour qu'en couleur, il soit horrible. Le costume de Saïd, qui est un survêtement taquini doré, qui n'existe pas dans la nature, hein, on l'a fabriqué. Donc on s'est dit, au moins là, on pourra pas être en couleur. En fait, ce noir et ce blanc, il vient donner cet aspect intemporel. Surtout que 30 ans après, le problème est toujours le même. Ce nuancé de gris vient accentuer l'aspect dramatique. Sous-entendant aussi que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Là, c'est le moment où je prends ma casquette Allociné et je vous raconte quelques anecdotes de tournage. Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Les figurants que vous voyez, ce sont des Chantelouvais. Et certains d'entre eux ont même pu avoir un rôle. Par exemple, Abdel. Proposé, je dis ouais, je vais tourner. Puis voilà, c'était un loisir comme un autre, quoi. C'est comme si j'allais à la piscine. Voilà, quoi. Ouais, je fais un petit deal avec Hubert. Et Mathieu, ce qu'il a bien aimé, c'était ça, quoi. Quand il est venu en repérage au début, il a vu ça, il s'est dit ah c'est bon, on va filmer là. Pendant le tournage, Vincent Cassel portait une réplique et il s'est amusé à faire croire qu'il était devenu complètement fou. Mais je leur avais dit à chacun de leur côté, en leur disant qu'il fallait absolument pas qu'ils le disent aux autres. Et du coup, j'avais créé dans cet appartement une espèce de psychose où tout le monde pensait que j'étais devenu un peu fou et que j'avais vraiment acheté un flingue et que ça pouvait être un problème. Après, aujourd'hui, c'est pas du tout des trucs que je fais, hein, mais à l'époque, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me faire croire les choses et je faisais beaucoup d'efforts pour y croire moi-même. Vous avez aussi remarqué que les 3 protagonistes portent les mêmes prénoms que les acteurs. L'idée était de faire naître en chaque personnage un peu de personnalité de l'acteur qui l'incarne. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux encore ? Tu peux rien faire d'autre. Vous vous doutez bien que certaines scènes cultes ont leur lot de secrets de tournage. Par exemple, le plan où Cut Killer mixe à la fenêtre et il a été tourné depuis un hélicoptère. Oui, ils ont ramené un hélicoptère pour tourner entre les bâtiments. D'ailleurs, l'ombre a été retirée au montage, ce qui tend un peu Kassovitz. Il n'y avait pas de drone à l'époque, donc c'était un hélicoptère qui faisait 2 mètres, 3 mètres d'envergure. Il ne fallait pas l'approcher trop près de la fenêtre, enfin bon, c'était une vraie galère. Et on s'est retrouvé avec des problèmes de temps, et le soleil est passé de l'autre côté, et l'ombre est vue au début, et donc quand il s'écarte, on voit l'ombre s'écarter. S'il n'y avait pas eu de CGI, on serait revenu le lendemain à une heure différente, avec le soleil ailleurs. Mais on m'a dit, on peut effacer la truc. Et on l'a effacé. Et j'ai le cœur brisé depuis le début. Mais oui, parce que je me dis, on n'a pas bien pensé notre truc. La célèbre scène devant le miroir, il n'y a pas de miroir. Ah non, il n'y a pas de miroir. Ouais. En même temps, on verrait la caméra. Tout a été reproduit à l'identique, et devant, c'est un comédien qui double de dos Vincent Cassel. D'ailleurs, dans cette scène, le fameux « Sam, tu parles ?» Vincent Cassel s'inspire de De Niro, dans Taxi Driver. But who the hell else are you talking? Talking to me? C'est à moi que tu parles là. Oh, c'est à moi que tu parles. D'ailleurs, Taxi Driver a une autre référence dans le film quand Vincent Cassel est au cinéma et qu'il fait le flingue dans l'écran. Y a plus de batterie là ? Ça pourrait être drôle. Le cinéma, c'est vendre du popcorn. Non,
Si on continue dans les références au 7e art, la scène où ils essayent d'éteindre la tour Eiffel en claquant des doigts reprend la scène culte du Monde sans pitié. Regarde. Et voilà. Regardez les gars, je vais éteindre la tour Eiffel. Ta gueule, ça marche que dans les films ton histoire là. Ah, nique sa mère. Et d'ailleurs, ce fil rouge de l'homme qui dit que jusqu'ici tout va bien, et ben en fait c'est tiré des 7 mercenaires et c'est une réplique de Steve McQueen. Et qui signifie que pour l'instant ça tient, mais que l'impact sera violent. Ça me rappelle ce bonhomme qui chez moi dégringolait du 10e étage. Oui, quel rapport? Comme il passait devant chaque étage, les gens pouvaient l'entendre répéter jusqu'ici ça va. Jusqu'ici ça va. Sinon quand Saïd hurle aux fenêtres, c'est une référence aux Inconnus. Bah Manu, tu descends? Et pourquoi faire? Bah je sais pas moi, descends. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux là? Vas-y, dis à ton frère de descendre. Pourquoi faire? Dis-lui de descendre. D'ailleurs, autre info, le bâtiment où ils font cuire des merguez a été détruit par la ville depuis, et on peut voir Mathieu Kassovitz jouer un skinhead, et ce fut la dernière scène tournée du film. Une scène qui permet aux acteurs de se défouler sur leur réalisateur. Tiens, regarde. Oh, j'oubliais, cette fameuse vache qu'on voit dans le film, ce n'est pas une référence abstraite, c'est un clin d'œil de Mathieu Kassovitz à son grand-père qui disait « Mort aux vaches, l'équivalent de mort au porc aujourd'hui ». En fin de compte, ils avaient emmené deux vaches, le fils et sa mère. Ils avaient mis sa mère d'un côté, le fils de l'autre, et dès qu'on disait action, il lâchait le fils allait rejoindre sa mère. Voilà, peut-être que j'en oublie, mais c'était ma petite séquence Michel d'Halluciné. Ce film-là, c'est une bombe atomique. Au Festival de Cannes, l'événement du jour, ce sera la présentation du film français de Mathieu Kassovitz, La haine. L'angoisse du metteur en scène avant la présentation de son film. C'était ce matin, il y a moins de 2 heures. Mathieu Kassovitz et son trio d'acteurs tentaient de cacher derrière de petits sourires nerveux la tension qui les habitait. Déjà, quand La haine sort, c'est un choc pour plein de raisons. D'abord, parce que c'est un film en noir et blanc, ce qui est quand même super étonnant, surtout pour un film, entre guillemets, jeune, réalisé par un jeune sur la jeunesse. Il y a eu quelque chose d'unique autour de ce film, puis tout ce qui s'est agrégé autour après, Cannes, la montée des marches, c'était une espèce d'intrusion, parce qu'on peut appeler ça comme ça, de la banlieue dans le monde très fermé du cinéma. Il y a plein de gens qui ont vécu ça comme un truc, genre... Qu'est-ce que c'est que cet ovni? Et puis toujours, comme pour le rap, même si encore une fois c'est pas un film de rap, mais c'est un film dans cet univers-là, c'est quand est-ce que ça s'arrête? Parce que plein de gens ne voulaient pas voir cette musique, cet univers, ces gens-là, comme on disait, dans les charts ou au cinéma. On est le 27 mai 1995 et le film est sélectionné au Festival de Cannes. Ce qui, médiatiquement, est un événement. Un film en noir et blanc, qui parle de violence policière, dans un événement pompeux. Pensez pas que demain soir à Cannes, ça va quand même chauffer, vous allez rentrer dans l'art. Je pense pas que les gens à Cannes soient choqués. Je crois qu'ils vont voir ça, ils vont trouver ça très sympathique et ils vont passer à autre chose. Je pense pas que ça les choque et que ça les remette en question. Je vois pas les gens sortir dans la rue, jeter leur smoking et dire c'est vrai, ça suffit, il faut passer à autre chose. L'idée de La haine n'était pas de régler le problème, mais de mettre le doigt sur ce dernier et d'éveiller des consciences. Pourquoi vous avez fait La haine? Parce qu'il y a des gens qui se font tirer des balles dans la tête dans les commissariats et il faut en parler. La volonté de Kassovitz, c'était de montrer à un public ignorant un autre visage de ce qu'on peut appeler la banlieue, le quartier, la cité, enfin toute appellation médiatique que tu veux. Tout en soulignant la négligence d'un problème, les abus, les violences et les bavures policières. C'est la galère là-bas, je te jure. C'est vraiment la merde quoi. Il va falloir faire quelque chose, sinon ça va péter, tout le monde le sait et ça continue. Si le film il peut juste dire ça et que il y a des gens qui se sentent pas concernés, qui peuvent juste se rendre compte un petit peu de ça, c'est gagné quoi. Si médiatiquement le film a fait son bruit et a fait naître des envies de papier et de reportage dans certains médias, portés par la curiosité ou le réalisme frappant du film, qui s'ouvre par 10 années de vraies archives de manifestations avec en fond du Bob Marley, majoritairement les médias ont préféré starifier les acteurs et le réalisateur plutôt que d'axer leur papier sur une réflexion de sujets de société. Ce qu'a déploré Kassovitz. Un exemple assez fort qui en est sorti, c'est j'ai fait une séance de photos avec Première qui nous ont dit on fait 15 pages et on fait la couverture, tout ça. Et j'ai dit ok, mais la couverture c'est moi, l'équipe et les mecs du quartier, le film de groupe. Résultat, c'est moi, c'est pas un gros plan, c'est comme ça. Super belle couverture, mais l'inverse de ce qu'on avait dit. Et je suis allé les voir et je me suis fâché avec eux très fort. Les médias ont tellement focalisé sur nous en tant que starlettes plutôt que de focaliser sur le sujet. Tous les journalistes qui venaient me voir me posaient des questions. À chaque fois, je leur disais, pour ce genre de questions, vous prenez le RER, vous allez là-bas et vous demandez au mec directement.
C'est pas la peine de me demander à moi, je suis pas un mec de quartier, moi j'ai fait un film. Allez, rapide compilation de l'émission Bouillon de culture avec Bernard Pivot. Et c'est aussi, à l'évidence, un film anti-flic. Ces trois jeunes gens, où qu'ils aillent, ils déclenchent des polémiques, ils déclenchent des cris, ils déclenchent des bagarres. Tout. Et on voit quand la planète vient jusqu'à France 2, tout d'un coup, cette planète fait un peu peur. Comment vous avez travaillé la démarche, les costumes, l'ambiance, les trucs Putain, c'est de l'autre côté du périph', quoi. C'est vraiment de l'autre côté du périph'. Quand il parle, comment vous dites, comment tu parles de ma sœur, toi? Comment vous dites? Je veux dire par là que quand je me déplace à Paris, je porte pas la banlieue dans mon sac à dos. Et on a cette impression-là. Est-ce que vous la portez pas sur votre tête? Sur ma tête? Ouais. Non, je porte dans mon cœur, entre autres, mais bon. Ça t'a tendu, hein? Ouais, moi aussi. La haine décroche le prix de la mise en scène à Cannes, et c'est le seul prix que Mathieu Kassovitz ira chercher, malgré les 2 Césars l'année suivante, dont celui du meilleur film. Mathieu Kassovitz n'est malheureusement pas là pour recevoir ce César qui lui est également attribué. Il sort en salle quelques jours plus tard, le 31 mai, pour être précis, et ce fut un véritable succès, avec 2 millions d'entrées. Un film qui attire un public très divers, et notamment des jeunes, plus souvent séduits, généralement par des films d'action. Pourquoi il était bien? Parce qu'il parle un peu de nous. Il est bien au début, mais à la fin, on n'a plus envie de le voir, quoi. Mais c'est un film, c'est une histoire. Ouais, c'est une histoire. Mais bon, mais elle raconte des choses. Elle raconte des choses, vrai. Et la fin, tu t'attends pas, hein. La fin, tu t'attends pas que ça part comme ça et tout. C'est bien. Il est bien le film, il est bien pris. C'est rare qu'il passe des films comme ça. Ça nous concerne. Ça nous concerne. Bien sûr, c'est comme ça. À n'importe quelle heure, ils débarquent les flics et ils contrôlent tout le monde. C'est comme vous, par exemple, vous sortez un soir. Ils viennent, ils vous prennent et ils commencent à vous fouiller. Non, vous ne prendront pas, vous êtes tous français. Si vous voyez Mathieu Kassovitz, le réalisateur, qu'est-ce que vous lui diriez? Bien joué. Tous les films sur la banlieue, moi, me marquaient. Hein. C'était pas pour les mêmes raisons à l'époque. J'avais pas la lecture politique de ce qu'étaient ces films. C'était plus une lecture esthétique, d'être fier de voir des gens qui te ressemblent portés à l'écran. Adolescent, tu perçois pas les subtilités politiques, tu perçois même pas l'esthétique du noir et blanc, de ce timing qui vient et qui donne un fil rouge. Pour toi, tu vois un film de ton quotidien et t'en es fier. Le film a même eu le droit à un export international. La Haine. Yeah, one of my favorites. I showed it to my kids recently, this movie. They were absolutely knocked out. I think it's a masterpiece. It hasn't aged, it still is relevant, incredibly shot. Mais qui dit succès, dit controverse. Il y a eu beaucoup de polémiques et de critiques autour du film. Plein de gens, à l'époque de banlieue, qui disaient « Ouais, mais qui c'est ce Mathieu Kassovitz ?» Un de ses surnoms à l'époque, c'était Mathieu Casse-toi vite. Bon, pour les vrais critiques de cinéma de l'époque, c'est vrai qu'il y en a plein qui ont vu ça un peu de haut, quoi. Genre, avec ce côté, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Parce que, encore une fois, faut voir que le milieu du cinéma, c'est un milieu qui est très fermé. C'est une caste, c'est des gens qui sont, qui s'auto-valident entre eux. Et puis, ouais, il y en a plein qui disaient, c'est un film de banlieue, c'est un film sur la banlieue. Non, c'est un film de société, c'est un film qui raconte des choses, c'est un film qui pouvait être drôle, tragique aussi. Et même si après, on a beaucoup reproché à Mathieu Kassovitz d'être un fils d'eux, ou d'être... En fait, je pense que les gens réalisent pas à quel point il a dû se battre pour déjà faire vivre le projet tel qu'il avait imaginé, et puis après pour transformer l'essai et en faire un succès commercial et sur la durée un succès critique aussi. Entre ceux qui l'ont descendu pour des raisons cinématographiques, ceux qui questionnent la légitimité de Kassovitz à faire un film sur ce sujet, et parce que son caractère anticonformiste ne convient pas. J'ai reçu un coup de téléphone de vice-président d'une société anti-drogue et qui proteste contre votre casquette. Parce qu'elle représente une feuille de cannabis. Une feuille de cannabis. Bon, alors vous la gardez, l'enlevez? Non, mais en fait je la garde parce que je vois pas ce que ça vient foutre là, quoi. Sans oublier que la police n'a pas apprécié l'image qu'on lui donne dans le film. Derrière, certains policiers ont tourné dos lors de la montée des marches de l'équipe à Cannes. La haine que ça peut cimenter entre les jeunes et la police. J'ai vu les dégâts que ça a fait, quoi, la haine. Ils n'aimaient plus la police, quoi. Ils ont vu que voilà, quoi, il y avait eu un mort, et puis après que Vincent elle était mort dans le film à la fin. Voilà quoi, ça leur a mis la haine. Sans oublier évidemment les sorties médiatiques qui ont servi le film, mais qui n'ont pas servi le propos, comme l'espérait Kassovitz. Aujourd'hui, le film ne nous appartient plus. Il va commencer à se dégager du film un côté très parisianiste et très à la mode. Il n'est pas question que les mecs de la cité avec qui j'ai travaillé me disent « Il n'y a que toi et Vincent Cassel qui ressortez du film ». La haine les a vite dépassés. Tellement dépassés qu'il va y avoir une fracture au sein du quatuor. Mais non, l'autre à l'époque, il avait envie de faire sa salade, il nous a utilisé un petit peu, il a fait son truc et j'ai jamais revu Vincent ni Mathieu. Donc La Haine, une aventure, moi, un souvenir plutôt positif, mais un film. C'est pour ça que j'en parle énormément.
C'est un truc que je fais exprès, de ne sublimer que l'héritage de la haine pour leur rappeler que c'est ça, et c'est mon film aussi. Que tu le veuilles ou non, c'est aussi mon film, et je suis un des héros de ce film, et j'ai participé à l'écriture, à la création de ce truc, et tu vas pas m'enlever ma part. Cette haine s'est nourrie avec le temps, et nous rappelle un peu ce qui s'est passé après la bataille d'Orly. Ce message est pour Saïd Taghmaoui. Je veux qu'on règle nos problèmes, et je veux qu'on les règle en public. Alors pour te faire fermer ta gueule définitivement sur le film et sur le fait que t'aies écrit les scénarios, que c'est toi, que moi je suis un raciste, je vais te proposer un truc. Un combat, en boxe anglaise, 3x3, où tu veux, dont toutes les recettes iront à ton orphelinat justement. Parce que j'en ai ras que tu parles mal de nous, j'en ai ras que tu racontes que de la merde, et que tu réussi à diviser un truc qui était à la base quelque chose de fort. De toute façon, en France, le succès, c'est toujours un problème, c'est comme l'argent. Donc ça génère plein de choses et je sens qu'il y a eu plein de mauvaises vibes après. Mais tout ça n'est pas très important parce qu'au fond, ce qui est important, c'est que c'est un film qui a marqué. Honnêtement, moi, en tant que spectateur et en tant que fan, je trouve que l'important, c'est que ça a existé, que ça a eu cet impact. Saïd Taghmaoui a une carrière aux US. Il a joué majoritairement des deuxième, troisième rôles. On a pu le voir dans John Wick, Wonder Woman, American Bluff. De son côté, Hubert Koundé n'a pas eu grande carrière, ni beaucoup de rôles en réalité. On a pu le voir notamment dans Paradise Beach en 2019. Pour ce qui est de Vincent Cassel, Black Swan, Irréversible, Mérine, Les Trois Mousquetaires, Diego dans l'âge de glace. Voilà! L'un des plus grands acteurs français. Non, Diego dans l'âge de glace, faut respecter. Quand même, l'âge de glace. Non? Mathieu Kassovitz a eu une jolie carrière d'acteur après. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le Chant du Loup, Le Bureau des légendes. Il a aussi réalisé d'autres films, mais La haine fut un tel succès qu'il fut réduit qu'à ça pendant très longtemps. Il était dans l'ombre de la haine avant d'en être fier. À un moment, je ne voulais plus du tout qu'on m'en parle. Puis j'ai vu que ça faisait partie de la culture française, et j'en ai été fier. La haine, ce n'est plus un simple film. C'est un symbole politique, mais culturel. Parce que vous voyez ce vinyle depuis le début de la vidéo, mais il faut qu'on en parle. La haine, c'est aussi une bande originale de rap français. Alors la BO de la haine, il y en a deux. Il y a la BO officielle entre guillemets, où il y a Bob Marley, où il y a des morceaux instrumentaux. La principale, si on peut dire, c'est cette fameuse BO, les musiques inspirées de la haine. Et en fait, c'est Mathieu Kassovitz, c'est solo. C'est le maître d'œuvre, c'est lui qui l'a mise en scène, c'est lui qui a été chercher les artistes, c'est lui qui a imposé Ministère amer. Il y a Assassin qui est toujours les emmerdeurs. Assassin, c'est le seul morceau qui n'est pas directement inspiré parce que l'idée, qui était à la fois simple mais très très efficace, c'était de demander à des groupes de travailler sur des morceaux qui étaient en lien avec des sujets du film et avec en interstice des extraits de dialogue. Là, il y avait vraiment un sens profond, plein de morceaux qui sont super bien. Il y a MC Solar, il y a Regasonic, on a dit Assassin, mais le morceau qui a presque éclipsé tout le reste en termes de notoriété médiatique et puis de ce qui s'en est suivi, c'est évidemment le Sacrifice de poulet. Une version de Ministère amer où il n'y a pas Passy, il y a Gynéco, il y a Stomy, il y a Kenzie qui est sur la photo, et puis il y a ce morceau qui est cette provoque incroyable, ce faux double sens où ils ont dit dans l'interview on est des Antillais, on sacrifie des poulets. Bon, évidemment, c'est pas de ça dont il s'agit. Et puis bon, cette séquence terrible qui leur a valu d'ailleurs un procès, une amende salée. Hein. Parce que nous, on s'est rendu compte à chaque fois que quelqu'un se fait tuer par la police, un jeune noir ou un jeune arabe, la solution qu'on proposait, c'était soit le discours avec des policiers, ce qui pour nous est... faut même pas y compter, soit des parties de foot. Nous, on a dit non. Un lascar assassiné, 2 poulets sacrifiés. Faites d'abord ça et après on verra. Une provoque incroyable qui, sur le coup, ça avait du panache. Le problème, c'est qu'ils l'ont payé cher, ce panache. Très, très, très cher. Le groupe fut condamné à 250 000 francs, soit à l'équivalent de 40 000 euros, forgeant un peu plus l'histoire de ce titre et de cette compilation. D'ailleurs, autre anecdote, le morceau d'MC Solar fut retiré un temps de la compilation pour des histoires de maison de disques. Pas de balle à blanc quand il tire sur un noir, triste histoire, un gamin tombe sur le trottoir. 30 ans plus tard, cette BO est inscrite comme l'une des compilations majeures de l'histoire du rap français. Elle fait aussi un état des lieux du rap français de l'époque. Une époque qu'on a surnommée a posteriori comme le premier âge d'or du rap français. L'héritage de ce film et de cette BO s'est ressenti avec le temps. D'abord d'un point de vue cinématographique, comme Ma cité va craquer ou Comme un aimant en 2000. Et plus récemment encore, Les Misérables en 2019 ou Athéna en 2022. Pour ne citer que. Contrôle par années pour l'État cavalé, contrôle par les bleus, c'est rare que ça finisse bien. Contrôle par les bleus, c'est rare que ça finisse bien. Je suis dans le movie. La haine a également inspiré énormément de rappeurs dans leurs textes. Bon, déjà la phrase
J'ai la haine comme, et tu insères Kassovitz ou un des trois personnages, et t'as une grande partie des références du rap français. Les yeux dans le miroir, j'ai la haine comme Vincent. La haine au fond des yeux comme Hébert et Saïd. Je fais flipper des convives car j'ai la haine comme Vin, c'est vrai. Moi j'ai la haine comme Vincent Cassel. Je suis marqué par la haine comme Saïd Takmaoui. J'ai la haine comme Saïd ou un blood de la West Side. Pour moi, la rime peut-être la plus dingue, et c'est un des meilleurs lyricistes qu'il a fait, c'est Lino. On m'a dit, oublie l'esclavage, mais j'ai la haine comme Kassovitz. On demande pas aux juifs d'oublier Auschwitz. Cette rime-là, j'ai des frissons rien que d'y penser, c'est incroyable quoi. Et si c'était appelé Mathieu Chauvineau, il n'y aurait pas eu cette rime-là. Cependant, malgré ce style de punchline évidente et efficace, certains ont pu nuancer leur style. Le matin devant le miroir, j'ai la moitié tout comme Vince. Si je baisse la police comme ça, ils vont me fumer comme Vince. Mon frère va me venger comme Hubert. À l'époque où j'avais la haine en DVD. Ma haine ne demande qu'à sortir. Je me fais des films comme Kassovitz. Je préfère les casseurs dédicaces aux flics. Certains se sont même amusés à reprendre des extraits du film comme tandis que d'autres ont repris l'expression culte « Jusqu'ici tout va bien ». Enfin bref, n'hésite pas à mettre ta punchline préférée en commentaire. Pour les 25 ans du film, Courir et Reebok se sont associés pour sortir une collection La Haine. La collection n'est pas anodine parce que les trois personnages principaux portaient des Reebok. Une des paires a notamment été rééditée pour l'occasion, en 25 exemplaires, signée par Kassovitz et vendue aux enchères. L'argent récolté a été reversé à l'association de Chanteloup-les-Vignes, One Asso. Pour la campagne de promotion, certains rappeurs ont lâché des freestyles sur Bouscapé. Au quartier, les keufs sont pas en sécurité. Quand ils descendent, ils sortent la bombe lacrymogène. Et Fianso est venu offrir des paires aux jeunes de Chanteloup et du Blanc-Ménil. Ça fait combien de temps vous avez monté la sauce, les frères? Ça date? Un an? Ce qui a donné un échange entre Kassovitz et Fianso, et l'occasion pour le réalisateur de retrouver certains présents sur le tournage. Et pour les 30 ans, La Haine a été réadaptée en comédie musicale. Malheureusement, cette annonce fut suivie 2 jours plus tard de la mort de Naël, ce qui prouve encore que La Haine est toujours d'actualité. La Haine est un spectacle immersif qui mélange comédie, chorégraphie, musique. C'est une réinterprétation de l'œuvre originale qui, à mon sens, ne la dénature pas, avec une mise à jour de certaines répliques. Avec un côté plus fédérateur, notamment parce qu'elle se termine par ce sublime morceau de Medine. Mesdames, messieurs les théâtreux, spectatrices et spectateurs, ce sera jamais nous contre eux. Les mauvaises herbes sont des fleurs, on n'a pas besoin de thérapeute. Un comédie club dans le cœur, si on écrivait La Haine 2, ce serait la cité de la peur. C'est un des textes que j'ai mis le plus de temps à écrire. C'est Mathieu Kassovitz qui m'appelle un an avant de mettre sur scène le film et qui me demande d'avoir un espèce de morceau générique dont le dernier mot serait l'amour. Le propos, c'est d'essayer de synthétiser tout le contenu sociétal, tout le contenu politique du film. C'est l'histoire d'une société qui chute à l'horizontale. L'important c'est le parachute, quel que soit l'atterrissage. Après 30 ans d'expérience de racisme et de violence policière en France, c'est dur de voir une lueur d'espoir. Moi, pourquoi je parle d'amour en fait au final? Je parle d'amour de justice en fait. Et s'il y a une situation qui nous permet de continuer à nous aimer et à avoir de la tendresse entre les uns et les autres, c'est bien parce qu'il y a eu une justice au préalable. Tant qu'il y aura en fait des drames aussi puissants, aussi forts, on n'arrivera pas à fraterniser. Et au final, pour dépasser tout ça, il faut une forme de justice. Et là, on pourra s'aimer. Alors j'ai plus qu'une chose à dire, l'amour. J'espère que t'as kiffé cette première vidéo. Ça ressemble un peu à un documentaire, vidéo, je sais pas comment l'appeler encore aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, à suivre 16 mesures sur les différents réseaux sociaux. Tout est dans la description. C'était ton gars Clément. À très vite. C'est qu'à un moment donné, toute cette tension va un peu dépasser tout le monde, et les gens des cités, et les policiers, et là ça risque de donner une situation explosive. Le quartier méprise les lois, et le soir la police dérape. Moi je veux pas accepter d'être rien, ni rester allongé. Ça me fout la haine, je pense au mien, je pense à ma comé. Bavure policière, 6 avril 93, commissariat des grandes carrières, Paris 18e. Les émeutes, les problèmes d'identité. Année 93, période d'insécurité. 22 ans plus tard, je crois non plus marre parce que peu de choses ont
ont changé, pas chez moi, on compte toujours les décès. Les émeutes, les problèmes d'identité. Année 93, période d'insécurité. 22 ans plus tard, je crois qu'on plus marre parce que peu de choses ont changé, pas chez moi, on compte toujours les décès. C'est pour les miens ça.